il y a eu dans le monde militant de l'extrême gauche une inflexion, si on peut dire, qui fait qu'à partir des années 80, pour certains groupes d'extrême gauche, les musulmans sont devenus les nouveaux prolétaires. Bon, on n'avait plus le prolétariat traditionnel tel que le marxisme avait pu le mettre en exergue. Et donc, certains militants estimaient que les musulmans devaient être considérés comme les nouveaux prolétaires, et donc c'était eux qu'il fallait en priorité défendre. Et c'est ce qu'avait montré le politiste Pierre-André Taguieff dans un livre déjà à cette époque-là, où il montrait très bien la collusion entre certains groupuscules d'extrême gauche et du militantisme islamiste, soit en France, soit à l'étranger. Et cette conception qu'on trouve d'ailleurs typiquement sur Mediapart, hein, qui a été très répandue dans ces milieux-là, n'a fait que se développer, notamment grâce à l'influence de ce qu'on appelle les réseaux fréristes, c'est-à-dire les frères musulmans qui, depuis au moins une génération, sont très actifs dans l'introduction de conceptions musulmanes intégristes dans la société française. Il vient d'y avoir d'ailleurs un excellent livre de Florence Bergeau-Blaclair sur l'entrisme des frères musulmans. Et donc tout cela mélangé fait que le terme d'islamo-gauchisme a tout à fait son sens, puisqu'il désigne parfaitement cette tendance à faire une alliance entre l'extrême gauche et non pas les musulmans, mais les islamistes, hein, c'est ça qui est en jeu, qui fait qu'a été inventé l'adjectif islamophobe, qui est en fait une façon de rendre impossible la critique de l'islamisme, hein, au motif que ce serait du racisme anti-musulman. Et voilà, donc il y a toutes sortes de stratégies qui se sont développées. Notamment à l'université. Et notamment à l'université, où évidemment, ça s'est cumulé avec cette emprise de plus en plus grande du militantisme à laquelle vous avez fait référence, et qui est en effet une réalité, et que nous appelons depuis assez peu de temps, en fait, ça fait peut-être 2 ans que le mot est entré dans le vocabulaire français, le wokisme, puisque c'est l'importation d'un mouvement un peu plus ancien, si on peut dire, ça date quand même que d'une dizaine d'années, né en Amérique du Nord, le mouvement woke, hein, du mot réveil, c'est typiquement les théologies de l'éveil protestante, en fait, l'idée qu'il faut être en permanence éveillé aux discriminations, hein, c'est ça, et qui consiste à centrer tous les débats et toutes les conceptions de la société et de la citoyenneté sur la question des discriminations envers des, entre guillemets, communautés ou minorités considérées comme sujettes au sexisme, au racisme, à l'homophobie, etc. Bon. Donc c'est cette focalisation sur les discriminations qui, au départ, est une idée, disons, progressiste, hein, antiraciste, antisexiste, anti-homophobe, etc., mais qui en vient à prendre absolument tout l'espace et surtout, à l'université, à prendre la place de travaux de recherche qui ne soient pas des travaux militants, mais qui soient des travaux de véritable recherche. Et c'est ce que vous appelez les académo-militants, oui. C'est-à-dire ces chercheurs qui mélangent sans cesse le militantisme et la science. Est-ce que vous pouvez définir, enfin, comment vous définiriez ce phénomène précisément? Oui, alors académo, c'est parce que pour parler à la fois des enseignants du supérieur et des chercheurs, on utilise le terme, alors c'est vraiment une importation américaine, les académiques, bon, les gens du monde académique. Le monde académique, dans le monde anglo-saxon, c'est le monde de l'enseignement et de la recherche. Donc on a repris ce terme-là. Donc aujourd'hui, on utilise académique dans le sens, encore une fois, de tout ce qui se produit à l'université, au CNRS, etc. Bon. Et donc ce que j'ai appelé dans mon petit tract, ce que le militantisme fait à la recherche, les académo-militants, ce sont donc ces enseignants-chercheurs qui considèrent que leur travail ne consiste pas seulement, comme c'est la norme, à produire et transmettre des connaissances, du savoir, bon, ce qui devrait être normalement leur travail, mais consiste aussi à faire à l'université une forme de militantisme et à transmettre des conceptions politiques. Encore une fois, ces conceptions peuvent être parfaitement légitimes dans le monde politique. On a les idées qu'on a, mais on a parfaitement le droit de les défendre. Mais en revanche, remplacer la production des connaissances et la transmission des connaissances par la mise en avant d'opinions politiques me paraît un gâchis total, parce que tout simplement, on produit de la mauvaise recherche, on fait du mauvais enseignement, et on prive une génération de jeunes qui entrent à l'université de simplement la compréhension de ce que c'est que la recherche. Tout simplement, ils ne comprennent pas, parce que ce qu'on leur propose,
ce sont des slogans, ce sont une espèce de catéchisme avec toujours les mêmes types de concepts extrêmement limités, domination, discrimination, patriarcat, etc. Bon. Et ils croient, parce que c'est ce qu'on leur enseigne, que le travail universitaire, ça consiste à prouver scientifiquement ce qu'on sait déjà. Alors, le scientifiquement est à mettre entre guillemets, parce que ce sont en général des productions extrêmement pauvres du point de vue épistémologique, disons. Bon. Mais ils ne comprennent pas que le travail, et c'est ça qui est absolument passionnant dans la recherche, c'est de découvrir ce qu'on ne savait pas déjà. Bon. Et cette idée qui est quand même fondamentale, eh bien, ils passent à côté. Et ça, je trouve ça un gâchis terrible. Charles Jégu, vous avez écrit une chronique dans le Figaro sur le wokisme la semaine dernière. Est-ce que vous êtes d'accord avec le diagnostic que fait Nathalie Hennig sur cet entrisme du wokisme, appelons-le ainsi, dans l'université française? Le mot entrisme suppose effectivement une intention militante de la part d'un groupe qui est à l'extérieur de l'université et qui réussit par des stratégies d'influence à changer l'agenda des recherches. Et vous le démontrez, vous le dites pour l'islamisme. C'est vrai que... Alors, la question en France est de savoir toujours jusqu'à quel point le mal a pénétré l'intérieur de l'enceinte universitaire. On voit bien que toute cette histoire commence aux États-Unis, comme vous l'avez dit, et que c'est d'abord une histoire américaine, une affaire américaine. L'inquiétude française est celle de savoir si nous allons vraiment importer l'ensemble des dérives, des défauts que nous constatons depuis une quinzaine d'années dans les universités américaines. Est-ce que, donc par exemple, il y a un certain nombre de vos confrères et collègues, je ne sais plus si on dit confrères ou collègues tout à coup, collègues, confrères c'est entre journalistes. Oui, c'est ça. Et entre avocats. Et entre avocats. Ils n'ont pas de consoeurs. Mais qui pensent que, en fait, c'est pas très grave, que, au fond, c'est une mode. Oui, une mode qui va passer comme de nombreuses modes sont passées par l'université. Et c'est vrai que j'avais d'ailleurs eu l'occasion d'en parler avec vous. On a connu dans les années 70 un extrême, un militantisme très, très intense de la part de la gauche intellectuelle, qui a donné lieu d'ailleurs à la création de nouvelles universités, à une sissiparité à l'intérieur de l'université de la Sorbonne. Enfin, il y a eu un certain nombre d'effets de ce militantisme qui venait de la gauche, mais en général, il y a eu aussi une inertie mandarinale de bonne aloi qui faisait que, au fond, les professeurs d'université continuaient à faire ce qu'ils savaient faire. Et aujourd'hui, il me semble, ce qu'on constate, c'est que les professeurs, les maîtres de conférences sont de plus en plus influencés et par, au fond, une intimidation qui vient de l'extérieur, qui vient, au fond, d'un climat général. C'est la grande différence avec le militantisme, d'abord communiste des années 50-60, qui a été très fort dans l'université française, puis le militantisme gauchiste des années 70. Ça s'est ensuite calmé dans les années 80. Ça a remonté à la fin des années 90 en sociologie grâce ou à cause de l'emprise de la sociologie de Bourdieu, jointe avec la philosophie de Foucault, jointe avec la montée des mouvements anti-libéraux, attaques, etc. Bon. Et ça s'est encore envolé dans les années 2000-2010, avec l'arrivée donc de ces courants américains qu'on appelle woke. Bon. Donc il y a eu comme ça différentes strates, mais la grande différence entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passait dans les années 70, que j'ai connu, puisque j'étais étudiante à l'époque, c'est qu'aujourd'hui, les institutions se sont wokisées. Les enseignants, donc ce n'est pas qu'un mouvement d'étudiants un peu excités, une grande partie des étudiants, mais aussi des enseignants, et y compris les administrateurs de la recherche, qui nous balancent des projets de recherche sur le genre, la race, etc., comme si ça allait de soi, et qui donc entérinent, et non seulement au niveau français, mais au niveau européen, c'est très important aussi, et qui donc entérinent l'idée que la recherche légitime, ce serait une recherche entièrement tournée vers la description et la critique de toutes les formes de discrimination. Ça peut être un objet de recherche légitime, mais ça ne peut pas être tout les objets de recherche. Il faut ensuite penser à ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire des organismes qui en profitent pour imposer, ou en tout cas pour
utiliser des formations obligatoires à ce qu'on appelle les violences sexistes et sexuelles, les fameuses VSS, et qui se font un pognon extraordinaire, notamment le cabinet de Caroline de Haas qui truste, qui truste les commandes là-dessus. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'argent derrière. On a les institutions européennes qui filent plein d'argent à des organismes soi-disant de lutte antiraciste qui sont en fait des islamistes. Bon, on est en train aussi de mettre en évidence ce genre de choses. Donc il y a des dérives très graves et qui se produisent au sein même des institutions. Ça n'existait pas il y a 40 ans. Paul Sugy, vous qui êtes normalien, avez-vous constaté pendant vos études ce mélange entre militantisme et science et savoir ? J'ose pas trop dire que j'ai fait de la sociologie, parce que quand on a un directeur de recherche du CNRS, on ne rappelle pas ces 3 pauvres années de licence de sociaux. Mais c'est vrai que moi, le souvenir que j'ai qui est le plus frappant, c'est que quand vous décrivez une forme de connivence entre, au fond, le militantisme et la production de savoir, ça me paraît être justement le propre de l'idéologie que vous décrivez. C'est-à-dire que le monde woke n'a pas investi l'université comme si c'était un endroit où il pouvait acquérir une influence supplémentaire, mais il a compris que le seul terrain sur lequel il est viable, c'est l'université. C'est-à-dire que c'est un militantisme dont l'action militante se confond avec la production d'un savoir qui vient effectivement légitimer sa vision du monde. Vous utilisez tout à l'heure le verbe décrire. C'est ça, c'est-à-dire qu'être woke, c'est pas descendre dans la rue, c'est pas coller des affiches, c'est pas casser la figure aux groupes militants d'en face, comme dans les vieilles années de lutte entre mouvements étudiants. Non, c'est être woke, c'est proposer une description du monde, proposer une nomenclature conceptuelle qui est en plus évidemment infalsifiable, puisque dès l'instant où on a inventé un concept, irréfutable, personne ne peut venir nous dire que ce concept est faux, que l'emploi de ce concept est erroné, puisque précisément j'ai forgé ce mot pour qu'il s'adapte à ce que j'entends décrire. Donc on voit bien que le champ de la recherche et de l'enseignement, le monde universitaire dans son ensemble, est le seul milieu naturel dans lequel le woke peut se sentir à l'aise. En quelque sorte, il l'a colonisé. J'ai un tout petit bémol, c'est que, alors, ce monde-là, en effet, c'est très, très, très perméable au wokisme, mais il y a aussi le monde de la culture, parce que lorsqu'on voit ce qui se passe dans les théâtres, lorsqu'on voit ce qui se passe dans le monde de l'art, et lorsqu'on voit ce qui se passe au cinéma, où vous avez quand même des plateaux, des cérémonies des Césars qui ont été physiquement investi par le wokisme, quand même, on l'a vu sous nos yeux. Bon. Donc là aussi, quand même, il y a une perméabilité de ces milieux-là, pour plein de raisons qu'il faudrait analyser sociologiquement, mais ça ne se limite pas à l'université. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'université, parce que, voilà... Je voudrais revenir à la question de la sociologie, parce qu'elle me semble importante, parce que vous développez une méthode sociologique, Nathalie Hennig, qui va un peu à l'encontre de la doxa dominante dans le domaine de la sociologie, qui est très influencée notamment par la figure de Bourdieu, et qui consiste finalement à faire du sociologue celui qui dévoile la domination et qui va finalement à une vision militante de la sociologie. Bourdieu le disait, la sociologie est un sport de combat. Est-ce que vous vous érigez contre cette vision? Pour vous, la sociologie n'est pas un sport de combat? Pour moi, c'est un sport en chambre de combat de coq. C'est pas passionnant. Bon. Dans ces 7 conceptions-là de la sociologie, heureusement, la sociologie ne se réduit pas à ça. Alors déjà, la sociologie de Bourdieu ne se réduit pas à ce qu'en font ses épigones. Bourdieu a fait des choses absolument fondamentales et formidables. Vous avez été d'ailleurs disciple. Il a été mon directeur de thèse. Oui. J'ai fait un petit livre sur lui qui s'appelle « Pourquoi Bourdieu ?», où j'essaye de faire la part des choses entre le Bourdieu intéressant et qui reste, et le Bourdieu beaucoup moins intéressant et qui malheureusement est très présent aujourd'hui, mais j'espère qu'il ne restera pas, qui est en gros le Bourdieu que connaissent les épigones actuels, qui ne connaissent que, disons, le Bourdieu utilisable directement sous une forme militante, le Bourdieu de la dénonciation, de la domination, pour aller vite. Bon, Bourdieu vaut mieux que ça dans sa pensée, mais bon, passons. Mais ce qui est problématique, en fait, c'est qu'une pensée qui est extrêmement riche, c'est peu à peu restreinte à une description et une explication de tout ce qui peut être analysé en termes de domination, sous forme extrêmement unilatérale et assez caricaturale, alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement... D'abord, ce n'est pas de dénoncer, parce que j'estime que le sociologue n'a pas à prendre position sur ces objets. C'est le fameux débat sur la neutralité, ce qu'on appelle la neutralité axiologique en sociologie, c'est-à-dire le fait que l'enseignant ou le chercheur se doit de suspendre son opinion personnelle dans le cadre de son enseignement ou de sa recherche. Et c'est ce que Max Weber, grand sociologue allemand, avait préconisé. Et évidemment, tous les
les sociologues engagés, les académos militants aujourd'hui sont vent debout contre la neutralité, parce que évidemment c'est un peu une épine dans leur pied. Il cite Durkheim qui disait alors, une heure de peine. Si mon savoir je ne dépenserais pas une heure de peine si mon savoir n'était pas à des fins de changer le monde. Voilà, absolument, et je suis en désaccord avec lui parce que c'est, je crois, ne pas faire du savoir une valeur en soi que de dire ça. Pour moi, le savoir est une valeur en soi et je pense qu'il faut le défendre dans son autonomie de valeur. Il se suffit à lui-même. Si en plus il peut avoir des conséquences positives, pratiques, tant mieux, mais ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est de produire des connaissances. Bon. Et donc, la sociologie de Bourdieu est emblématique aujourd'hui d'une sociologie critique, de dénonciation de la domination, et d'une sociologie purement tournée vers une explication où on va montrer que les positions des gens sont déterminées par leur origine sociale, uniquement déterminées par leur origine sociale, et que la domination se reproduit de génération en génération. Je caricature, mais c'est un peu l'image caricaturale qu'on a de la sociologie de Bourdieu. Alors que moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est non pas tant d'expliquer, mais de comprendre, c'est-à-dire d'expliciter la façon dont les gens vivent le monde, les logiques sous-jacentes dont ils n'ont pas forcément conscience, mais qui organisent leur rapport au monde. Ce que j'ai fait, par exemple, dans mon dernier livre, dans La valeur des personnes, c'est essayer d'expliciter les règles implicites que nous observons, que nous respectons lorsque nous attribuons de la valeur à quelqu'un, qui sont des règles extrêmement complexes, assez sophistiquées et en même temps assez compréhensibles, mais c'est comme une grammaire que nous saurions pratiquer sans en avoir la théorie. Bon. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire la théorie de cette grammaire, de toutes ces conventions qui font que certaines choses sont possibles à dire ou d'autres ne sont pas possibles à dire dans certaines circonstances, qui font que certaines attributions de valeur vont être confirmées par d'autres et d'autres pas, etc., etc. Et comment ces attributions de valeur vont passer par des épreuves que nous connaissons tous, qui sont des épreuves d'examen, de concours, d'émissions de télévision, etc. Voilà, on va en reparler. Oui. Mais pour moi, c'est infiniment plus passionnant que de répéter tout le temps que les gens sont dominants ou dominés. Oui, surtout, ce que vous dites, c'est qu'il y a des constructions sociales, mais que ce n'est pas forcément mal. Enfin, il ne faut pas forcément les déconstruire. Les constructions sociales sont aussi le dire que... Parce qu'aujourd'hui, le discours, on entend beaucoup ce discours sociologique, qui consiste à dire qu'il faut déconstruire ce qui est construit socialement. Vous dites, en fait, il y a des choses qui sont construites et qui nous permettent de vivre ensemble, en fait. Alors, je dis deux choses. D'abord, parce que l'idée que tout serait socialement construit est une espèce de mantra, de catéchisme comme ça, qui revient dans les sciences sociales aujourd'hui. On découvre la Lune. Bon. Alors, moi, ce que je dis, tout simplement, c'est que dans un monde habité par d'autres, forcément, les choses sont socialement construites. C'est une évidence. Et voilà. On ne vit pas qu'avec notre corps et nos instincts et nos pulsions originelles. On est totalement pris, ne serait-ce que dans le langage. Bon. Donc, assonner que le monde est socialement construit, c'est découvrir la Lune, déjà. Par ailleurs, ce n'est pas parce qu'il est socialement construit qu'il faut le déconstruire. Bon. Les constructions sociales sont des constructions qui peuvent avoir leur nécessité, qui peuvent aussi être néfastes, problématiques. Obsolètes, oui. On peut parfaitement les contester, mais ce n'est pas parce qu'elles sont socialement construites qu'elles sont contestables en tant que telles. Bon, voilà. Donc il faut sortir de l'idée qu'il y aurait soit la nature, soit la construction sociale, que la nature serait bonne et la construction mauvaise ou inversement. Il y a des constructions sociales qui sont légitimes, d'autres qui ne le sont pas, ou moins, et c'est à notre intelligence politique de décider ce que nous voulons garder ou ce dont nous voulons nous débarrasser. Charles Jégu, est-ce que vous partagez cette vision de la sociologie que développe Nathalie Hennig ? C'est pas ici qu'on va... Vous faire votre coming out bourdieusien. De chiffonnier pour savoir si on est pour ou contre... Enfin, si on est en désaccord sur ce point-là, je crois que c'est très important, effectivement. C'est vrai, vous dites Bourdieu n'est pas... il ne faut pas tout jeter par la fenêtre. C'est important de le dire aussi ici. Oui. Mais comme on dit de manière savante, la réception de Bourdieu est devenue quasi insupportable et effectivement très dominante. Oui. Là, pour le coup, le mot de domination a du sens. Voilà, le mot de domination a du sens. Il a fabriqué ce concept de violence symbolique qui est d'une efficacité redoutable. Oui. Et je pense que finalement, quand on se plaint de la French Theory, de la façon dont les intellectuels français ont influencé
l'université américaine, je pense que le plus efficace, et sans doute celui dont on parle le moins parmi ceux qui l'ont influencé, c'est justement Bourdieu. Parce que le culturalisme, les études culturelles aux États-Unis ont été très impressionnées par cette idée de violence symbolique, c'est-à-dire le regard, ce qu'on a résumé autour de l'idée qu'il y a un regard condescendant colonial ou du blanc occidentale, cette violence symbolique, elle est effectivement déclinée ad nauseam. Et donc, c'est au fond ce que vous nous aidez à comprendre et ce à quoi vous faites face. Moi, j'ai envie de vous poser surtout la question de savoir si, à l'intérieur de l'institution que vous représentez et à l'intérieur du milieu universitaire, vous vous sentez très seul, ou quand même... Je ne suis pas si seule que ça. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en sociologie, le modèle bourdieusien est très, très, très présent, bon, mais nous sommes quand même assez nombreux à ne pas ou à ne plus y adhérer. Il y a des écoles sociologiques qui ne relèvent pas de ce modèle-là, heureusement, et on arrive à peu près à se parler quand même entre ceux qui n'adhèrent pas à ce modèle. Le problème, c'est que ce modèle est utilisé par des gens qui sont très, très, très... justement militants, et qui refusent en fait le débat avec d'autres. Hein. Donc là, il y a un vrai problème de débat possible. Mais bon, heureusement, je pense que cette domination va peu à peu, j'espère, se calmer, et que d'autres possibilités de faire des sciences sociales vont émerger.